Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit podcast aujourd'hui pour continuer, pour couvrir cette guerre donc en Iran qui continue hein, contre vents et marées, malgré ce qu'on nous disait au début, comme quoi ça allait être rapide, comme quoi les États-Unis et Israël n'allaient faire qu'une bouchée de l'Iran, comme si l'Iran c'était la Libye, comme si l'Iran c'était l'Irak, comme si l'Iran c'était le Venezuela. Je crois que Trump n'a pas compris au moment de se lancer dans quel bourbier il se jetait. Et justement, nous allons analyser un peu tout ça. Avant toute chose et avant que j'oublie, bon, n'oublie pas de liker, commenter, blablabla, blablabla. Tu connais la musique. Abonne-toi également pour ne rien rater. Et donc voilà, donc les amis, donc le détroit d'Ormuz, ben, il est bloqué, hein. L'Iran a amorcé son blocus en minant justement le détroit, en laissant passer les navires qu'il veut. Il y a notamment la Chine qui a eu un passe-droit via l'Iran, car bon, la guerre n'arrange pas non plus les intérêts de la Chine qui consomme beaucoup en énergie, même si la Chine ils sont pas cons, ils ont des réserves. Mais voilà, donc là, c'est surtout les pays occidentaux qui se sont foutus dans une merde pas possible avec cette guerre et tous les pays alliés aux USA. Trump, c'est quand même marrant parce que Trump commence à appeler une coalition pour débloquer le détroit d'Ormuz depuis hier ou avant-hier. Mais c'est marrant parce que ce type-là contrevient tout le temps au droit international. Il n'en a strictement rien à faire d'habitude. Il capture des présidents, quoi qu'on pense de ces présidents, mais voilà. Il capture des chefs d'État. Il ne consulte jamais l'ONU. Il a même essayé de créer une ONU parallèle, le fameux Concile de la paix, là, le Board of Peace, pour imposer sa vision de la paix à lui. Mais voilà, quand ça l'arrange, là par contre, ah ouais, venez, on fait une coalition. Alors qu'il a attaqué l'Iran, je le rappelle, de manière totalement unilatérale, sans prévenir aucun de ses alliés, sauf Israël. Mais bon, l'attaque s'est faite de manière conjointe avec Israël, voilà, c'est normal. Mais il n'a pas prévenu la France, il n'a pas prévenu l'Europe, il n'a pas prévenu le Royaume-Uni, il a prévenu personne. Mais nous, on le suit, hein, attention. Macron, il a envoyé le Charles de Gaulle là-bas, hein. Macron, et en fait, Macron, bon, j'ai l'impression qu'il est un peu tenu par les coucougnettes, hein. Trump, c'est des choses sur Macron que nous ne savons pas, ou qu'on a peut-être deviné, hein. Clin d'œil, mais qu'on ne sait pas de manière officielle, va savoir. Quoi qu'il en soit, ben, les effets de ce blocus, ben, c'est très simple. Le prix des matières premières augmente. Le baril de pétrole est à 103 dollars, je crois, au moment où je m'enregistre. Et en fait, Trump, il a beau parader, il a beau prétendre le contraire, mais il s'est foutu dans la merde. Trump s'est foutu dans la merde. Faut bien comprendre que le prix du baril qui augmente, ça fait plus d'inflation, ça remet en cause toute la politique de relance économique qu'il voulait mettre en place, notamment par la baisse des taux, même si, à court terme, le fait que le prix du baril augmente, ça fait augmenter le dollar. Donc, le dollar qui augmente, c'est plus propice à une baisse de taux. Un dollar qui baisse, beaucoup d'inflation, là, ça rend plus difficile la baisse des taux d'intérêt directeurs et donc à rendre l'emprunt plus facile, etc. Mais voilà, ça c'est du court terme, c'est vraiment la conjoncture. Mais à long terme, le prix des matières premières qui explose, ça va générer beaucoup plus d'inflation aux États-Unis. Et de toute façon, Trump, il est dans un bourbier, puisque voilà, il veut relancer l'économie américaine, il veut qu'il y ait plus d'exportation, mais de toute façon, certes, avec un pétrole haut, ça va être facile de produire, mais ça va être moins facile d'exporter, vu que le dollar, il est haut aussi. Mais bon, il est en train de se foutre dans la merde. En tout cas, si tu veux plus de détails sur tous ces aspects économiques, macroéconomiques et tout ça, tu as ma chaîne Max Invest. Je te mets le lien en commentaire épinglé. Mais voilà, il n'y a pas que ça de toute façon. Il y a aussi le fait que les retraites américaines, voilà, ils sont au système
comment on appelle ça, de capitalisation avec le 401K. Donc une crise comme ça, bah, ça fait chuter les cours boursiers. Donc ça fait baisser les perspectives de retraite des Américains. Ça peut engendrer une destitution du président américain, là, ce qui se passe. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais l'histoire s'écrit, hein. On ne sait pas où ça va nous mener tout ça. Souvenez-vous l'an passé, quand il a mis en place donc les taxes contre les produits importés du monde entier, ça a défilé dans les rues après, hein. Les Américains n'ont pas supporté. Il y a eu de grosses manifestations contre Trump. Donc, et en fait, c'est pour ça que je me disais, avant le début de cette guerre, je me disais, c'est pas possible, il bluffe. Il bluffe parce que, en fait, il a beaucoup à perdre avec une guerre contre l'Iran. Il s'est foutu dans un bourbier pas possible. Et je tiens à rendre hommage donc à un professeur chinois, j'oublie toujours son nom, je crois que c'est Jiang Xueqin, un truc comme ça, qui lui avait prévu dès 2024 que Trump allait être réélu et qu'il allait faire la guerre avec l'Iran. Donc, hommage, là, j'arrête pas de me mater des conférences à lui, là, je m'en lasse pas. Mais voilà. Donc, Trump a beau essayer de faire baisser le prix du baril, parce que il a chaud. Parce que oui, quand Trump il fait des tweets en mode ouais, c'est bon, l'Iran a été écrasé, ils n'ont plus d'aviation, ils n'ont plus de missiles, ils n'ont plus rien, on va négocier dès demain. Euh, En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais surtout lundi, ce lundi-là, euh, t'avais le prix du baril qui a failli dépasser le record de 2008. Trump a tweeté sur la paix, la soi-disant paix, et hop, t'as tous les prix qui ont chuté, les prix des matières premières. Avant de remonter, mais de manière plus douce, tu vois, plus doucement, plus facilement gérable. En fait, c'est juste de la manipulation quand Trump il tweet. Moi, je regarde même plus ses tweets parce que, en fait, il passe du chaud au froid très facilement. Un coup, il va te dire, oui, ça y est, c'est bon, hein, on fait la paix. Et un coup, il va te dire, ouais, c'est la guerre qui reprend. Demain, on va bombarder l'Iran de manière plus violente. Préparez-vous. Et blablabla. Bla, bla, bla. Mais oui, c'est que du blabla. La vérité, c'est qu'il a chaud. Il a chaud et ça se voit à son langage corporel, à son expression faciale. Regardez des vidéos où il s'exprime publiquement. Il n'est pas comme d'habitude. Il est tout le temps en mode tout va bien, tout va bien. Oui, tout va bien, je vous assure que tout va bien. Quand il est comme ça, c'est qu'il n'est plus maître du jeu. Et la situation, bah, elle favorise les pays producteurs de pétrole et notamment la Russie, bien évidemment. Il faut bien savoir que pendant que cette guerre coûte 1 milliard de dollars par jour, j'ai bien dit 1 milliard de dollars par jour aux États-Unis, parce que oui, les États-Unis, les missiles qu'ils envoient là-bas, en fait, ça coûte très cher. Leurs Tomahawk, leurs missiles, etc. Tandis que l'Iran, eux, c'est des petits drones à moins de 20 000 balles qu'ils utilisent et qui sont tout aussi efficaces que les gros missiles américains qui coûtent des millions et des millions de dollars. Donc, l'Iran a l'avantage des dépenses. L'Iran a l'avantage du fait de pouvoir être plus jusqu'au boutiste. Ils encaissent plus de pertes et le peuple iranien qui sent que voilà, il en va de sa survie est plus soudé. Et voilà, ils font plus cause commune autour de cette guerre-là, contrairement au peuple américain qui, à juste titre, ne comprend pas pourquoi envoyer les soldats mourir à l'autre bout du monde. Il y a une grosse trahison du camp MAGA, de ceux qui ont voté pour plus d'isolationnisme. Après, j'en entends certains, ouais, mais vous savez, c'est pas par idéalisme hein, que les MAGA, ils veulent pas faire la guerre, c'est pour faire des économies. Et alors? Là, j'entends certaines analyses droitardées qui défendent encore Trump. Mais et alors? Que ce soit par idéalisme, par pacifisme ou par réalisme économique, le fait est qu'ils n'en veulent pas de cette guerre. La Trump, il a trahi son camp. Oui, il y a une petite bande d'évangélistes pro-sionistes pour voilà, de très mauvaises raisons. J'en ai parlé dans mon précédent podcast, qui lui veut la guerre et veut l'avènement d'Israël au Moyen-Orient. Mais ça, c'est une petite clique de néoconservateurs. C'est pas tout le clan MAGA.
La plupart, ils sont isolationnistes. Donc, voilà, qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous me racontez? Et je disais, pendant que cette guerre coûte 1 milliard par jour aux États-Unis, elle rapporte 150 millions de dollars par jour à la Russie. Pour ceux qui se demandent pourquoi Poutine reste quand même discret. Poutine, il est en pleine guerre en Ukraine. Il a un afflux d'argent venu de nulle part. Ça lui permet de financer sa guerre d'autant plus efficacement. Vous croyez qu'il va pas profiter de la situation? Là, par contre, je critique un peu ceux qui sont pro-axe de la résistance. Moi, à la base, je suis pro-axe de la résistance et je suis anti-impérialiste. Mais la géopolitique, c'est quand même plus nuancé que ça, d'accord? C'est pas toujours les gentils contre les méchants. Dans un même camp, il peut y avoir divergence d'intérêts. Ok? Donc, euh, donc, voilà, les amis, moi, en ce qui me concerne, bon, je pense que Trump il s'est laissé piéger comme un bleu. Il a voulu tenter un coup de poker, mais en face, c'est des Iraniens, c'est des Orientaux. En face, il joue aux échecs. Trump joue au poker, les Iraniens jouent aux échecs. Et c'est pas les échecs où il te suffit de prendre le roi et t'as gagné. Hein, des rois, il y en a plusieurs en Iran. D'accord? C'est un système politique beaucoup plus complexe que ça. Certes, il y a la figure de l'ayatollah qui fait office de chef suprême, mais c'est tout un rouage étatique. C'est tout un état profond. Les États-Unis ont leur état profond, l'Iran a son état profond aussi. D'accord? Ils peuvent tuer le père, le fils, le petit-fils. Ils peuvent tuer tous les Khamenei. Ça ne fera pas tomber le régime entre guillemets iranien. Au contraire, ça va le renforcer vis-à-vis de sa population, ça va renforcer sa légitimité. Si tu voulais vraiment que le régime iranien tombe, fallait ne rien faire en fait. Des fois, ne rien faire, c'est faire. Les Iraniens se seraient sortis eux-mêmes de l'emprise des ayatollahs, des mollahs. Pas pour mettre en place une démocratie non plus, mais moi je pense que ça aurait fini en état militaire, avec l'influence croissante depuis des années et des années des Pasdahan. Et je pense qu'en fait, la guerre en Iran, ça va juste... En fait, ça va accélérer ça. Mais toujours avec une emprise du religieux. Parce qu'il y a l'aval de la population maintenant. Beaucoup de gens qui étaient contre le régime iranien sont devenus pro-régime. Parce que maintenant, le régime, il peut leur dire, regardez, qu'est-ce qu'on vous disait, les États-Unis, Israël, c'est des menaces pour nous. C'est pour ça qu'on est comme ça. Et blabla, et blabla, blabla. Voilà. Donc c'est une grosse erreur de calcul. Et je pense même pas que Trump voulait faire tomber le régime, je pense qu'il voulait faire comme au Venezuela, c'est-à-dire garder des gens du même régime, mais qui seraient plus complices de ses intérêts, qui arrêteraient de vendre son pétrole en yuan par exemple, mais qui le vendraient qu'en dollars. D'ailleurs, l'Iran, quand j'ai dit qu'ils ont débloqué le détroit d'Ormuz pour certains, mais c'est à la condition de ne pas payer le pétrole en dollars aussi. Donc, nouveau coup dur pour Trump, qui a cru faire un coup de poker, mais la géopolitique, c'est pas du poker. La géopolitique, c'est une vision long terme. En face, il joue aux échecs, il joue au Go, voilà. Il joue à tous ces jeux-là, il joue pas au poker. Et en fait, l'un des gros problèmes de Trump, pardon, ça va être le temps. C'est le temps, il n'a pas le temps. Encore une fois, il a lancé la guerre sans l'aval du Congrès. Il va devoir rendre des comptes. Et là, on a à la fois le camp républicain et le camp des démocrates qui est contre sa gueule. Il y a les élections mi-terme, au milieu de l'année. Voilà. Donc les élections de mi-mandat, où si la guerre s'enlise, il va prendre cher. Comme je l'ai dit, cette guerre, c'est une trahison du camp MAGA. Quoi qu'en disent les pseudo-spécialistes là. Fait intéressant, sur Polymarket, donc le site de Paris sur l'avenir là, j'ai vu qu'à un moment donné, les chances qu'il se fasse destituer sont montées à 70%. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était il y a quelques jours, mais voilà, c'est chaud. C'est chaud pour lui.
Et qu'est-ce qui peut se passer s'il se fait destituer? Ben, il y a le vice-président J.G. Vance qui peut le remplacer. J.G. Vance qui se tait, qui ne dit rien, parce que je pense qu'il est contre ce qui se passe. Alors après, c'est plus nuancé. Moi maintenant, je me méfie de tous ceux qui s'opposent à la politique de Trump. On les connaît, les candidats américains. Quand ils sont candidats ou qu'ils ne sont pas présidents, ils sont tous isolationnistes. Puis quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent plus interventionnistes que ne l'était le précédent. Donc méfiance, méfiance. Mais voilà. Donc Bernie Sanders, du camp républicain, il n'arrête pas de critiquer Trump. J.D. Vance, bon, il s'était prononcé pour la guerre en Iran il y a quelque temps, il y a un an ou deux, mais là, il ne dit rien. Il ne parle pas. Donc je pense que ça ne l'arrange pas trop non plus. Je pense qu'il a compris que c'était une grosse erreur, que c'était surtout dans l'intérêt d'Israël, Israël, voilà, et en particulier Netanyahou, qui a intérêt à ce que la guerre perdure et ne s'arrête jamais, pour toutes les raisons que j'ai énoncées dans mon précédent podcast. Netanyahou qui, là, ça fait 6 jours qu'il ne réapparaît pas, hein. Donc il y a des rumeurs comme quoi il serait mort. Alors moi je te donne mon avis, ce serait trop beau pour être vrai. Il me semble qu'il s'était réfugié à Berlin dès le début de la guerre. C'est ironique hein, d'ailleurs, le chef d'État israélien qui va se réfugier à Berlin, chez les anciens nazis. Enfin, on n'est pas à une contradiction prête. Enfin bref, donc merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, vous abonner. Commentez aussi, dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas. Mais ouais, likez les amis. Mes vidéos sur l'Iran ne font pas beaucoup de vues. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait que ce sujet est un peu tabou sur YouTube. Enfin, bon, on verra bien. Allez, salut les amis.